À la une ce soir, 5 organisations syndicales de la CTM en marche pour une même cause. Elles ont mis leur préavis de grève à exécution pour dénoncer de mauvaises conditions de travail. Une délégation de grévistes est actuellement reçue par des représentants de la CTM. Plus de la moitié du réseau Mosaïque paralysé aujourd'hui. Les 357 salariés de la CFTU ont également entamé un mouvement de grève ce matin. Ils craignent pour leur salaire alors que la structure annonce de grosses difficultés de trésorerie. Zoom ce soir sur les difficultés rencontrées par les retraités de l'agriculture. Ils doivent vivre avec moins de 400 € par mois. Leur situation ne sera examinée qu'en 2020 par le gouvernement. Et puis, la Semaine nationale des personnes en situation de handicap a commencé. Des manifestations seront proposées pour sensibiliser le public. Une marche a été organisée dans les rues de la capitale par des déficients visuels. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec cette information. En bref, plusieurs personnes ont été prises en charge par les secours dans différents quartiers de la capitale avec des symptômes similaires, picotements aux yeux et nausées. Les interventions des pompiers sont toujours en cours et pour l'heure, aucune piste ne permet de détecter l'origine des malaises en série. Une information sur laquelle nous reviendrons dans le courant de cette édition avec quelques témoignages. Donc, des réactions que nous pouvons retrouver tout de suite. Et Jean-Marc Dabreu est déjà sur notre plateau. Nous recevons Jean-Marc Dabreu. Jean-Marc, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces malaises en série? Bonsoir Sabrina, vous l'avez dit, des malaises en série, notamment à Fort-de-France et plus précisément au quartier de Dillon où des personnes se sont plaintes de picotements et de problèmes respiratoires. Je propose d'écouter ces quelques témoignages que nous avons recueillis cet après-midi. Mais ça fait quelques jours qu'il y a une espèce d'odeur de gaz, effectivement. Mais là, cet après-midi, c'était particulièrement fort. Je n'ai pas eu de malaise, etc. Mais c'était vraiment une forte odeur de gaz. C'était une odeur de gaz, mais je ne sais pas ça venait d'où. Vous avez eu des malaises? Non, pas nous, mais c'était vraiment fort. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. L'odeur du gaz même. Vous pensez que c'était quoi? Je pensais que c'était une fuite de gaz chez nous. Et quand on a vérifié les bidons, on a vu que ce n'est pas ça. Alors voilà pour ces témoignages recueillis il y a quelques minutes au quartier de Dillon. Alors selon les premières informations, il s'agirait d'odeurs suspectes, des émanations de gaz, c'est en tout cas ce que pensent les pompiers. Pas d'informations officielles pour le moment, mais selon nos informations, une dizaine de personnes auraient été prises en charge par les secours à Dillon, mais également à Fort-de-France. Un établissement scolaire a dû être évacué cet après-midi vers 17 h. Pour le moment, aucune personne n'aurait été transmise à l'hôpital. Ils ont été soignés sur place. Un bilan a été fait sur place par les pompiers. Nous y reviendrons demain, évidemment, lorsque nous aurons plus d'informations, Sabrina. Très bien, merci à vous, Jean-Marc Dabreu. Et nous continuons avec cette journée qui a été très chargée en mouvements sociaux, à commencer par la grande mobilisation des agents de la CTM rassemblés en intersyndicale. Ils ont manifesté ce matin pour alerter sur la politique des ressources humaines au sein de l'institution. Une première journée de grève marquée par une grande marche au départ du siège de l'ancien Conseil général jusqu'à Plateau-Roi. Jean-Marc Dabreu, justement, était sur place. Regardez. Peu nombreux, mais déterminés. Ils sont près de 80 agents de la collectivité territoriale de Martinique au départ de cette marche revendicative. Le dysfonctionnement et la désorganisation, le non-respect des agents et de leurs droits, les risques psychosociaux non traités, les conséquences sur le service public dégradé, le respect des lois et du dialogue social, l'utilisation des compétences, un service public performant et nous nous battons pour la qualité du service à la population. Dans le cortège, des salariés inquiets évoquant des inégalités de traitement au sein de la CTM. Il y a de l'injustice sociale. C'est-à-dire? C'est-à-dire les gens qui doivent être promotionnés dans les CAP, etc., ne sont pas promotionnés. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en 82, celle qui arrive en 2000 est passée devant, par les grades, par les promotions, etc. Sous la bannière de 5 syndicats, les grévistes se dirigent vers le siège de l'institution, espérant une rencontre avec le président. On voudrait que le président Marie-Jeanne nous entende. S'il ne peut pas nous recevoir, qu'il y ait un responsable, qu'il y ait quelqu'un qui nous entende. On ne veut pas d'administratif. Nous ne voulons pas non plus de directeur de cabinet, puisque nous allons retourner au même point.
On voudrait quelqu'un qui soit décisionnaire, qui nous donne des réponses. Dans un communiqué daté du 9 mars, les conseillers exécutifs Marinette Torpille et Francis Carole se disaient prêts à recevoir une délégation pour discuter de la plateforme de revendication. Mais ce matin, Daniel Marie-Sainte, porte-parole du conseil exécutif, n'était pas disposé à répondre aux grévistes. Je ne suis pas responsable de cela. Après quelques minutes d'attente, une délégation sera finalement reçue par des élus de la CTM. Les discussions se sont poursuivies dans l'après-midi. Et notez que les négociations sont toujours en cours entre une délégation composée de 3 personnes par syndicat et des représentants de la CTM. Et si la circulation a fortement été perturbée par cette marche ce matin, il n'était pas non plus question de se rabattre sur les transports en commun pour ne pas subir les embouteillages. Le réseau de bus Mosaïque a fortement été perturbé aujourd'hui. Les 350 salariés de la CFTU ont entamé un mouvement de grève pour manifester leur crainte quant au versement de leur salaire. Il faut dire que la structure annonce déjà de grosses difficultés financières liées au non-versement de la contribution de Martinique Transport. Explication de Guy Raphaël René. Pas de bus ce matin à la gare routière de Fort-de-France. Aujourd'hui, les usagers du réseau Mosaïque ont dû se débrouiller autrement pour leur déplacement. Tout le monde galère et puis vous avez vu le temps qu'il fait. Il fait chaud, on a envie de rentrer chez soi et puis là on perd du temps. Voilà. Donc c'est une mauvaise journée pour vous? Bon, pas plus mauvaise, parce que moi, je me dépanne avec les taxicos, je me débrouille, parce que, bon, on n'a pas le choix. On est obligé de faire du stop ou bien de prendre un taxi qui est à 10 € pour rentrer chez nous. Maman avait le kiné pour faire, on est obligé ce matin d'attendre, de faire du stop pour aller au kiné. Voilà. Alors, c'est vrai que les bus ont le droit, mais nous aussi, il faut penser aux gens de la ville, aux gens qui veulent aller travailler, tout ça. À chaque fois comme ça, sans prévenir, on est dans la merde. Au final, plus d'une trentaine de lignes à l'arrêt sur les 61. Ce matin, les conducteurs de bus sont restés dans les locaux de la CFTU. Ils craignent de ne pas recevoir leur salaire du mois de mars dans quelques jours. La direction nous donne des formations, nous des services, qui a dit comme ça que quand on a une situation que l'entreprise n'a pas une trésorerie, donc il peut faire assurer ça à compte là. Il est à compte dans ce 4 payés d'habitude dans quelle période? Donc à partir du 15 du mois, depuis le 15, c'est salariés à les comptes. Donc moi, là, effectivement, par rapport à notre service là, par rapport à effectivement trésorerie, effectivement, pas de l'argent, mais peine à compte. Donc je dis, il faut savoir que l'entreprise ça, a plus de 300 salariés qui travaillent là-dedans, des pères de famille, et que ça a mis nos difficultés. En janvier, effectivement, ils tombent normalement. En février, effectivement, ils étaient en retard. Mais là, moi, nous savons qui nous fait payer. Pour faire fonctionner le réseau Mosaïque, la CFTU reçoit chaque mois 2,7 millions d'euros de Martinique Transport. Mais depuis quelques mois, les versements se feraient avec du retard. Celui du mois de février n'est toujours pas dans les caisses du transporteur. Il aurait dû l'être depuis le 20 février. Dès le 20 du mois, nous devons faire l'avance aux entreprises sous-traitantes, mais aussi co-traitantes. Nous devons verser les sommes de sorte à ce que les entreprises soient en capacité de payer les salariés. Aujourd'hui, compte tenu des sommes qui nous sont dues, nous ne sommes pas en capacité de faire l'avance de cela. C'est tout l'équilibre du réseau Mosaïque qui est remis en cause. Les sommes qui étaient dues au 20 février ne sont toujours pas arrivées au 12 du mois de mars. Demain, les membres de Martinique Transport devraient se réunir à Platora où une délégation de grévistes de la CFTU a prévu de se faire entendre. Et pour clore ce chapitre social, notez que la mobilisation des syndicats enseignants s'est étendue ce matin dans 2 autres collèges, celui de Terre-Saint-Ville à Fort-de-France et celui du François pour la suppression de 4 classes et la perte de 7 enseignants. À noter que le collège de Périnon à Fort-de-France est fermé depuis 10 jours maintenant. Une délégation de parents d'élèves s'est rendue ce matin au rectorat sans avoir pu être reçue, mais un rendez-vous leur a été fixé demain matin 7h15 au rectorat. Le collectif des parents annonce attendre de son côté le recteur au collège de Périnon, toujours demain matin 7h15. Reste à savoir qui fera le premier pas vers l'autre. Parlons maintenant de ces personnes qui n'ont peut-être pas suffisamment veillé à leurs droits durant leur carrière et qui doivent vivre aujourd'hui avec moins de 400 € par mois. Les agriculteurs retraités, anciens professionnels indépendants, leur situation a été abordée la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec une proposition de revalorisation de leur pension
pour ceux des Outre-mer notamment, mais le gouvernement a repoussé la décision finale à 2020 et en attendant, il faut survivre. Reportage d'Alizé Lutran et Michelet François. Romain a pris sa retraite il y a 6 ans. Il a cotisé pendant plus de 32 ans et touche donc l'équivalent de 75% de l'ancien SMIC en guise de retraite, 337 € net par mois. Comme un tiers des anciens agriculteurs martiniquais, sa pension se réduit à peau de chagrin. Il faut payer les impôts fonciers, taxes d'habitation, la voiture, les maladies, tout ce qu'il y a à payer, la nourriture. Et avec 337 €, on ne peut pas faire ça. Logiquement, on devait normalement avoir une retraite aux alentours de 650 à 700 €. C'est ce qu'on nous avait annoncé. Et au moment, depuis 3 à 4 ans, quand les agriculteurs viennent chercher leur retraite, on leur donne 300 et quelques €. Comme beaucoup, il est obligé de louer une partie des terres qui lui restent pour survivre. En métropole, par exemple, un paysan, il part en retraite, il a 150 hectares. Même s'il loue ça à 100 €, 150 € l'hectare, il arrive plus ou moins à avoir une somme pour tenir. Mais ici, les petits paysans tournent avec 1,5 hectare, 2 hectares. Quand vous louez ça à 150 € l'hectare par an, vous voyez, ça va chercher loin. Donc, ce sont des petits paysans qui ont d'énormes difficultés actuellement. Pour sortir les agriculteurs à la retraite de cette précarité, un projet de loi présenté mercredi dernier à l'Assemblée aurait pu leur permettre de toucher 85% du SMIC au lieu des 75 actuels. Mais juste avant la prise de parole du sénateur Maurice Antiste, le gouvernement a botté en touche. En dernière minute, nous apprenons que le gouvernement fait jouer l'article 44-3 de la Constitution qui lui permet d'exiger un vote bloqué, mais avec son amendement en plus, amendement nouveau de la dernière minute, amendement qui avance l'idée d'une application de ce texte en 2020. Augmenter immédiatement les retraites des agriculteurs demanderait au gouvernement de sortir de sa poche 400 millions € de budget supplémentaire, ce qui ne fait pas partie de ses priorités. N'oubliez pas que le gouvernement a une obsession, c'est de maîtriser le déficit de l'État, voulant absolument le ramener comme il les souhaite en Europe en dessous de 3%. Et il y est presque, mais il veut ça. Donc il ne peut pas s'engager sur l'immédiat, sur un certain nombre de défenses. Le 16 mai prochain, la proposition de loi reviendra à l'Assemblée. On saura si le gouvernement maintient sa position de reporter le dossier à 2020 ou si la levée de bouclier général le fera fléchir. Aujourd'hui, 12 mars, premier jour de la Semaine nationale des personnes en situation de handicap. Un rendez-vous relayé chez nous à travers plusieurs manifestations pour mettre en évidence les problèmes rencontrés par ces personnes dans leur quotidien. C'était le cas ce matin à Fort-de-France avec une marche organisée par des déficients visuels. Reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Voilà, fais attention. Aujourd'hui, ces déficients visuels peuvent déambuler en toute sécurité. Mais au quotidien, leurs pas sont plus hésitants. Pas ou peu de balisage sur les trottoirs, ni de signaux sonores aux abords des passages piétons pour traverser sans risque. Pour ce jeune homme, qui a perdu la vue durant son enfance, pas facile de se déplacer. C'est la route là qui est mal adaptée. Donc on marche sur les trottoirs, on y des trous, la calbossée, la route la même bagaille. Même jeudi à la nous on marche des côtés qui pas adaptés, ouais. C'est plutôt ça, ouais. Nous c'est des gens comme tout d'autres. C'est anti-efficience nous ni. Donc yo ni qu'à présenter quand yo à nous essayer les aider nous, yo qu'à proposer nous en aide. Si nous besoin l'aide là nous qu'à prendre. Pour mieux comprendre les difficultés que rencontrent les déficients visuels, certains voyants se sont glissés dans leur peau l'espace de quelques heures. C'est absolument pas où je vais. Chaque fois qu'il y a un obstacle, on ne sait même pas ce que c'est, si c'est quelqu'un, quelque chose. Bon, je me mets à la place des aveugles, ça va vraiment pas être évident pour eux tous les jours. Ça permet de ressentir vraiment ce que le non-voyant connaît tous les jours. Et je pense que c'est une bonne chose aussi pour savoir un petit peu pouvoir mieux appréhender ce handicap. Comparé à l'Hexagone, la Martinique n'est pas aussi bien équipée pour leur permettre de se déplacer dans les rues notamment. Pour l'association des parents et enfants aveugles et malvoyants, le combat est quotidien. Il fait pour sensibiliser, pour au moins un jour par an, il peut sortir, même s'il reste dans l'année, il peut peut-être serré. Donc nous allons espérer que ça fait bouger. Je dis oui, mais demain, assurément. Parce que ou handicapé, mais ou ni
ça qu'il faut pour fonctionner comme d'habitude. Il y aurait aujourd'hui en Martinique plus de 15 000 déficients visuels. La plupart d'entre eux renoncent à se déplacer seuls, faute de moyens adaptés. Au chapitre politique, Lénaïck Adam a confirmé officiellement sa place au sein de l'Assemblée nationale. 2 mois après l'invalidation de son élection de juin dernier, le représentant de la République en marche a une nouvelle fois su convaincre les électeurs guyanais puisqu'il a remporté 50,65% des suffrages. Reportage de Gaël Wassy. Une explosion de joie se fait entendre aux alentours de 20h. Lénaïck Adam est élu député de la seconde circonscription. Une foule en liesse a assailli le QG de campagne du nouveau député de la République en marche. Lénaïck est député. Je ne sais pas comment déclarer ma joie. Elle a un jour, elle a toujours. Il a eu une équipe motivée qui a abandonné leur famille pour le soutenir encore et encore. Lénaïck un jour, Lénaïck toujours. En parlant d'équipe, le président de la CTG et de Guyane Rassemblement, présent lui aussi dans la capitale de l'Ouest, se dit fier et entend par cette victoire avoir un trait d'union pour faire avancer la Guyane. On savait très bien qu'il y avait des confusions, des emmêlements de gens. Et donc pour nous, c'était important qu'on puisse cibler la vérité. Un député est le porte-parole des collectivités locales, des EPCI. Un député doit être la courroie de transmission. Et donc aujourd'hui, on a pu le démontrer sur le terrain par les réseaux de Guyane Rassemblement et par les maires, tous les maires qui ont cru en nous. Je félicite les maires du fleuve, de Napatou, de Profeti, Maïpasoula, les maires de Makouria en particulier. C'est la démocratie qui a parlé aujourd'hui, la légitimité qui a parlé. Un scrutin incertain jusqu'au dernier moment, dans l'attente des résultats de Saint-Laurent-du-Maroni où s'est jouée la victoire, Lénaïck Adam obtient 213 voix d'écart sur son concurrent Davy Riemann sur l'ensemble de la circonscription. Il nous a livré ses impressions. Cette victoire, c'est la victoire de la légitimité, de la force de l'unité. Maintenant, je crois que tous ceux qui parlaient ou qui racontaient n'importe quoi, ils vont pouvoir se taire et pouvoir participer eux aussi pour le développement de ce territoire et ne pas refaire le monde sur Facebook ou WhatsApp. Et donc, c'est tout simplement ce bonheur. Merci à Davy Riemann pour avoir rétabli tout cela parce que c'est ce recours qui a pu déterminer qu'on avait effectivement gagné, il n'y avait pas d'ambiguïté. Je crois que c'est la communication, c'est la volonté du peuple de participer à la vie de la cité et donc on ne peut que s'en réjouir. C'est plus de participation, ce qui veut dire plus de légitimité. La démocratie a parlé, j'en suis très heureux. La campagne des législatives partielles s'achève sur une victoire de la majorité. Direction la Guadeloupe maintenant qui, comme chez nous, voit peu à peu ses côtes se modifier à cause de l'érosion. Des changements qui sont particulièrement visibles à la plage de Sainte-Anne, comme ont pu le constater nos confrères d'ATV Guadeloupe. Regardez. La plage du bourg de Sainte-Anne, un atout touristique indéniable et pourtant constamment menacée. La cause, un phénomène naturel qui n'épargne pas les zones côtières, l'érosion marine. On a mis en place depuis 2 ans un réseau de suivi du trait de côte. La plage de Bourg de Sainte-Anne est d'un des sites pilotes qui sont suivis. Donc on sait qu'on a une évolution grâce aux images satellites, grâce au retour sur des personnes qui l'ont côtoyé depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. On sait qu'on a un recul qui est important. Donc c'est qu'on a du sable qui part, mais ça c'est normal. C'est des zones dynamiques avec une dynamique naturelle qui est très importante. Généralement le sable revient et on a ces fluctuations saisonnières au gré des houles, au gré des épisodes cycloniques. Avec les années, l'érosion a impacté l'ensemble du territoire sainte-annais et les derniers événements cycloniques l'ont rendu un peu plus vulnérable. Cette plage montre aussi des problématiques qui sont plus globales à l'échelle de la Guadeloupe, c'est qu'on a des phénomènes d'érosion sur les zones basses sableuses, effectivement, et que ces phénomènes d'érosion sont amplifiés quand on a des phénomènes extrêmes comme des cyclones. Et avec le passage de Maria, effectivement, on l'a vu sur le sud Basse-Terre, on l'a vu aussi sur la plage de Sainte-Anne, et sur d'autres secteurs, on a des phénomènes de recul importants et d'érosion du trait de côte. Donc c'est cette zone de sable entre la végétation et la mer. Alors que faire? Les solutions pour freiner l'érosion sont multiples. Des solutions dures pour figer le trait de côte, c'est pas sans conséquence. Généralement la plage est très fortement impactée, voire disparaît. On a des exemples en Guadeloupe de zones où il y a des enrochements et on sait qu'on n'a plus de plage. Et sinon il y a des solutions qui sont plus douces, où on essaye de mettre en place des structures qui permettent déjà de comprendre pourquoi le sable part, où est-ce qu'il part, pourquoi il ne revient pas, et d'essayer de
avec une végétalisation du haut de plage, avec du rechargement en sable, avec une gestion plus adaptée aussi de l'occupation du territoire, arrêter les voitures, avoir des zones piétonnes qui soient mieux identifiées et mieux affichées. On arrive à avoir des bons résultats. On a des exemples comme la plage de Cluny à Sainte-Rose et on a la plage qui s'est rechargée naturellement en sable. En attendant toutes ces solutions, le phénomène d'érosion continue à faire des ravages sur la plage de Sainte-Anne. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons du décès le week-end dernier du maire de Givenchy à l'âge de 81 ans. Le créateur de haute couture était celui qui avait détecté Mounia et vous entendrez sa réaction. Nous vous emmènerons Lamentin dans notre JT des communes avec le coup d'envoi du chantier du futur pont qui reliera le quartier Calbassier au bourg de la commune. Et puis nous irons également à la presqu'île de la Caravelle où il est strictement interdit de pêcher des crabes. Un rappel bien nécessaire à l'approche des vacances de Pâques. Mais avant, parlons de cette manifestation qui a commencé dès aujourd'hui dans les écoles, la 7e édition de la semaine des mathématiques. À quoi sert-elle? Comment se traduit-elle? C'est ce que nous allons voir avec l'inspectrice pédagogique régionale de mathématiques, Micheline Bitlas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la thématique de cette année est mathématiques en mouvement. Comment cela va se traduire concrètement? Alors, la thématique est là pour donner une dynamique. Nous allons parler des mathématiques beaucoup plus pendant cette semaine. Donc, dans tous les établissements, il y aura des activités sportives ou autres, des expositions, etc. Et les élèves vont faire des mathématiques, mais des mathématiques autrement. Comment on voit mathématiques en mouvement? Alors, par exemple, la vitesse. On peut voir aussi le lancer. Quand on lance un objet, on ne lance pas n'importe comment. On peut voir aussi les mouvements de données, les mouvements de robots, puisqu'on enseigne maintenant l'algorithmique et la programmation en cours de mathématiques. Voilà, tous les mouvements, on pourra voir. On pourra aussi faire un retour sur l'histoire des mathématiques et montrer comment les mathématiques ont évolué et quel a été l'apport des mathématiques dans l'histoire du monde, en fait. Est-ce que tous les établissements scolaires y participent? Voilà, oui. Dans les écoles, les collèges, les lycées, malheureusement. Voilà, oui. Mais dans tous les établissements, il y a des manifestations de prévues. Ce ne sont pas les mêmes, ce sont les équipes pédagogiques qui ont mis en place ces manifestations. Alors, l'apprentissage des mathématiques peut servir à tout moment de la vie, ça on le sait. Il y a une multitude de métiers qui sont liés aux mathématiques. Et quels sont les débouchés en Martinique? Alors, en fait, dans tous les domaines d'activité, on note une reconnaissance, on a besoin des capacités de modélisation. Et donc, dans le secteur, je ne sais pas, je parle simplement des journalistes, ils ont besoin effectivement d'avoir un certain nombre d'outils et d'être dotés d'outils statistiques et liés à la probabilité. Mais il y a aussi de nouveaux métiers. Tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, il se trouve que maintenant, on n'a plus besoin d'être derrière un bureau, donc tout peut se délocaliser. Quelqu'un peut très bien travailler en Martinique et travailler avec des personnes qui sont en France, en Amérique, n'importe où. Donc en fait, ces métiers des mathématiques peuvent effectivement se faire n'importe où, et notamment en mathématiques. Ce qui est vraiment fondamental, c'est de montrer aux élèves qu'il y a de nouveaux métiers et que ce secteur des mathématiques offre beaucoup de débouchés. Alors qu'avant, en fait, quand on faisait des mathématiques, on pensait souvent à l'enseignement, quel que soit le niveau. Maintenant, au contraire, on a du mal à recruter des enseignants de mathématiques parce que justement, les étudiants en mathématiques sont attirés par plein d'autres métiers. Voilà, et ça nous pose effectivement une difficulté. Est-ce qu'on a un bilan sur le niveau de mathématiques des jeunes Martiniquais? Est-ce que les Martiniquais aiment les mathématiques? Alors, la semaine des mathématiques est là pour que de plus en plus de Martiniquais aiment les mathématiques. Bon, globalement, on peut dire qu'il y a un bon niveau, puisque quand on regarde la réussite aux différents bacs, et notamment en bac scientifique, on sait qu'il y a des mathématiques qui réussissent, enfin des étudiants martiniquais qui réussissent, puisqu'on en a beaucoup, voilà, exactement. On en a beaucoup en école d'ingénieur, en classe prépa, avant. Donc voilà, maintenant, il nous faut effectivement aller plus loin. On a une marge de progrès dans la matière et il nous faut effectivement pousser nos jeunes à embrasser ces carrières et à réussir aussi en mathématiques. Et plusieurs rendez-vous seront donc programmés cette semaine, toujours dans le cadre de cette semaine consacrée aux mathématiques. On sait qu'il y a la finale du rallye des mathématiques, et puis quels seront les autres grands temps forts? Alors, il y a une conférence grand public, jeudi donc à l'ESP, c'est l'ex-école normale. Et là, on aura donc un universitaire qui va nous montrer comment on modélise le mouvement en mathématiques
Et puis on aura 2 intervenants de la météorologie, donc Jean-Noël Degrasse et Christian Caillol, et Claude Caillol, excusez-moi, qui vont parler de comment en météorologie on a besoin des mathématiques. On est souvent chaque année sujet aux phénomènes climatiques, on a ces phénomènes climatiques, et il y a derrière, pour prévoir ces phénomènes climatiques, il y a des mathématiques. Et là, on pourra parler de tout cela. Donc nous invitons tout le grand public à cela. Et puis une autre manifestation samedi, et là ça touche tout le monde, les enfants comme les parents, on va les appeler à jouer. À jouer, donc il y aura différents jeux de logique, voilà, un certain nombre de jeux. C'est où ça? Et ça va passer toujours à l'ESP, à l'ex-école normale. Et on verra aussi le mouvement, mais le mouvement des planètes, puisqu'il y aura un planétarium géant qui sera installé. Et voilà, donc c'est vraiment un temps où parents et enfants pourront faire des mathématiques autrement. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis bonne semaine des mathématiques, merci. Puisque c'est votre spécialité. Merci à vous. Merci. On poursuit avec cette information beaucoup moins réjouissante. On l'a appris aujourd'hui, le couturier Hubert de Givenchy est décédé à l'âge de 91 ans. Il était l'un des premiers dans les années 80 à avoir fait défiler des mannequins noirs sur les podiums, dont la martiniquaise Mounia. Il avait repéré son potentiel lors d'un voyage en Martinique dans les années 80, alors qu'elle était l'hôtesse qui enregistrait ses bagages. Si Mounia est devenue ensuite la muse d'Yves Saint-Laurent, ça restera Givenchy qui aura vraiment lancé sa carrière. Voyez sa réaction face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Ça me bouleverse beaucoup parce que c'est quand même le premier couturier qui m'a découverte en fait, qui a su croire en moi vraiment. Et bien sûr, cela compte dans ma carrière de mannequin. J'ai un souvenir d'Hubert de Givenchy, d'un homme de cœur, un homme très agréable, bel homme et grand, et surtout humain, très courtois. Et c'était pour moi un exemple de la haute couture parisienne et je dirais même mondiale, au même niveau qu'Yves Saint-Laurent. Place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations qui ont marqué le week-end. La victoire de Patrick Besselot lors de la première course de côte en automobile. Autre temps fort en cyclisme, la victoire du jeune Émile de Mazy lors de la 2e édition du Grand Prix du foyer rural de Morne-Acajou. Sans oublier la 2e journée du championnat de Yole-Ronde. Le point sur ce week-end de sport avec Caril Chassol et José Lecharty. En sport automobile, Patrick Besselot n'a pas raté sa rentrée. Il remporte la première course de côte de la saison au Marin. Il parcourt la distance en 51 secondes et 32 centièmes. Christophe Croyant et Pascal Calvel complètent le podium. En cyclisme, si la dernière étape du Grand Prix du foyer rural de Morne-Acajou et du VCF est revenue à Willy Wozo du Madina Bikers Gédimat Lagarigue, cette 2e édition est remportée par le toujours jeune Émile de Mazy de l'UCS Martinique Cycle devant Jean-Emmanuel Laurando du VCF. La 2e journée du championnat de Yole-Ronde a souri à UFR Chamflore. L'embarcation Robertine a remporté les 2 courses sur le plan d'eau de Sainte-Luce. Au général, Zapeti Lapalooza est leader devant UFR Chamflore et Brasserie Lorraine Sarra. Sport collectif en football, la 18e journée du championnat de R1 a été marquée par la surprenante défaite du RC Rivière-Pilote à domicile face à l'Émulation. Dans le même temps, le Golden Lion et le club franciscain se sont imposés, tout comme la Samaritaine et le RC Saint-Joseph. Partage des points dans les autres rencontres. Le Golden Lion prend la tête de la R1 devant le Racing, le club franciscain et le club colonial. Handball féminin, le match phare de la 15e journée du championnat de pré-national a tourné à l'avantage de l'Arsenal. Les Robertines ont battu le Réveil sportif 18-17. Victoire de l'USC Citron, de l'entente AS Mondizès gauloise, du TS franciscain et de l'UJO d'août. L'entente AS Mondizès gauloise est leader devant l'USC Citron, le Réveil sportif et l'Arsenal. Chez les hommes, hier soir en clôture de cette journée, l'Espoir de Floréal a battu l'ASC Ducos 26-19. Pour le reste, victoire du Réveil sportif, de l'USC Citron, de l'Étoile de Gondo et de la Gauloise. Les Lamantinois sont leaders devant Citronais, Gros-Mornais et Floréalais. En basket féminin, le choc de la 16e journée du championnat de N3 entre le Golden Lion et la Gauloise est revenu au Trinité N.
Victoire également de l'Éclair et des Black Stars. Les Joséphines sont leaders, mais voient les Trinitéennes revenir à une longueur et les Saléennes à 2. Le SC Lamantinois est 4e. Chez les hommes, le Golden Lion, l'US du Caucaise, le SC Lamantinois et l'USAC se sont imposés. Comme chez les filles, les Joséphins sont leaders devant le WAX, l'USAC et la Gauloise. En volleyball féminin, le Rayon, l'Espoir et l'Éveil sont sortis vainqueurs lors de la 17e journée du championnat d'excellence. Les Lucéennes sont leaders devant Iléennes et Ansoise. Chez les hommes, la 18e journée du championnat a vu les victoires du Good Luck et du Rayon. Au classement, comme chez les filles, l'Espoir mène la danse devant le Rayon et le Good Luck. ATV reste proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Lamentin avec le coup d'envoi du chantier du futur pont qui reliera le quartier Calbassier au bourg de la commune. La première pierre a été posée ce matin en présence du maire et du président de la CACEM. Le chantier de l'ouvrage qui remplacera l'actuelle passerelle devrait commencer à la fin du mois de mars et les travaux s'étaleront sur 18 mois pour un montant de 4 500 000 €. Voyez les précisions recueillies par Guy Raphaël René. L'ouvrage est vraiment réalisé pour ça, pour résoudre les problèmes d'inondation et de fluidité de circulation quand on a par exemple effectivement des bouchons qui ramènent vers le giratoire de Mao. Il est prévu bien sûr une voie à double circulation et des trottoirs pour les piétons qui démarrent sur la place Mao. Donc nous avons une direction des deux voies vers l'entrée de la rue Ernest André. Et donc du coup, nous avons un franchissement de cette voie-là bien au-dessus de ce qui existe aujourd'hui. Et en amont, nous faisons du renforcement de sol. Donc aujourd'hui, en fait, par rapport aux problèmes d'inondation de la zone, c'est un sol quand même assez meuble. Donc nous venons d'abord renforcer le sol pour pouvoir mettre aussi l'ouvrage dessus par-dessus. Aujourd'hui, la ville est asphyxiée. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il faut entrer au Lamentin, par rapport au rond-point qui est à côté, c'est un embouteillage monstre. Et il est devenu, obligatoire la construction de ce pont pour irriguer la ville du fait que, vous voyez cette passerelle qui est là, c'est un danger permanent et que par conséquent, avec l'arrêt du TCSP aujourd'hui, on va pouvoir passer, c'est déjà calculé, pour que nous puissions entrer au bout par la rue Ernest André qui, en quelque sorte, permet aux commerçants, permet au grand marché, et je dirais même de ceux qui vont à l'église, etc., de voyager en toute sécurité dans les meilleurs moyens du monde. Et que par conséquent, c'est une nécessité aujourd'hui, la construction de cet ouvrage. Il ne reste plus beaucoup de temps avant les fêtes de Pâques et vous serez nombreux à vouloir déguster de bons matoutous. Les pêcheurs de crabes ont déjà commencé à en capturer, seulement voilà, il y a des règles à respecter. Par exemple, il est absolument interdit de les chasser sur certaines zones comme sur la presqu'île de la Caravelle. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont d'ailleurs rendus sur place. Regardez. C'est en tradition au pays Martinique là, toute période là, chasser crabe dehors, on va essayer de faire qu'on yo. Mais alors, il faut faire attention, maman là, on est là, ni côté pour mettre à terre, ni côté pour pas mettre. Tel qu'on ici, les autres qui vivent la presqu'île de la Caravelle, est interdit même. Ils n'ont pas laissé ça faire ici, alors, on va faire ça, veut dire, qu'on va repartir et puis retirer. La réserve de la presqu'île de la Caravelle, un site à fort potentiel touristique grâce à ses paysages variés et une mosaïque de milieux naturels abritant une formidable biodiversité. C'est le parc naturel de la Martinique qui en a la responsabilité. On est sur un milieu qui est quand même assez fragile, avec des espèces qui sont des fois endémiques de la Martinique, mais même, j'ai envie de dire, endémiques même de cet espace de Trinité, de la Caravelle. Parce qu'on retrouve par exemple le moqueur à gorge blanche uniquement sur la presqu'île de la Caravelle. La capture de crabes de terre y est interdite depuis environ 60 ans. Les gardes de l'environnement ont aussi pour mission de le rappeler à tous les visiteurs. Il faut savoir que depuis la création de la réserve, donc en 1976, une réglementation a été mise en place pour mettre ce qui a autorisé, ce qui a d'interdit sur la réserve comme pratique. La chasse et la pêche font partie des interdits sur la réserve. Le long du sentier, il n'est pas rare de trouver des trous de crabes. Parfois, leur circonférence peut surprendre. Voilà un parfait exemple de ce qu'on ne souhaite plus voir sur la réserve. C'est, malgré nos rappels à l'ordre réguliers, on retrouve toujours régulièrement des ratières sur l'espace. Donc on vérifie s'il n'y a pas de crabes.
et on les emmène. C'est la même chose. Chaque année, environ 30 pêcheurs de crabes font l'objet de sanctions par les gardiens de l'environnement. Certains ne comprennent pas toujours la mesure. Ça nous arrive assez régulièrement de tomber sur du matériel, donc des ratières qui sont un peu disséminées un peu partout, parfois sur des individus. Les fois où c'est arrivé sur les individus, il y a eu interpellation et verbalisation donc, de ces dites personnes. Et par rapport au matériel, nous saisissons bien sûr les ratières que l'on trouve sur la réserve. C'est tout ça, nous tenons pour 10 autres en l'air à fait à là. Alors, maman, là, les autres qui aiment un crabe savent que si les autres parlent ni désagrément et puis la justice, évitez de venir dans la zone là presque là, c'est presque 1500 € amende si jamais ils prennent. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que le Salon de l'Agriculture ouvrira ses portes du 27 au 29 avril prochain au stade Pierre-Aliquer. Les exposants intéressés doivent se préinscrire en ligne sur le site Matnik Agri, collectivité de Martinique.mq, Matnik, M-A-T-N-I-K-A-G-R-I. collectivité de Martinique.mq avant ce jeudi 15 mars. 2 numéros pour tout renseignement, 05 96 59 85 72 et le 05 96 59 63 40. Attention, des coupures de courant sont à prévoir demain dans 2 communes, au Marigot pour commencer de 9h à 13h30 dans le quartier Dominante, au Bourg, résidence Fondor et habitation Bellevue. Et puis des coupures de courant également à Trinité, cette fois-ci de 8h30 à 10h30 au quartier Gergaud, Grandfond, Galion et l'Estrade. Enfin, dernière information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur le parking du lycée général et professionnel de Trinité. Et puis, comme chaque jour ouvert, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kitman au quartier Laména à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.